Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce samedi. Clap de fin sur le téléenseignement au Cameroun. La ministre des Enseignements secondaires clôturait officiellement ce samedi ce programme spécial diffusé sur les antennes des plateformes de la CRTV. Unis dans la différence et la diversité, ce 16 mai, journée internationale du vivre ensemble en paix. Le vivre ensemble magnifié dans les 10 régions du pays en cette veille de célébration de la fête de l'unité. Lutte contre le coronavirus, mobilisation totale à travers le pays. Les Camerounais reçoivent des appuis multiformes pour barrer la voie à cette pandémie. Voilà pour le titre. Et merci de nous rejoindre sur la CRTV, une page qui se referme, celle du téléenseignement au Cameroun. Après le ministre de l'Éducation de base hier, la ministre des Enseignements secondaires clôturait à son tour ce samedi ce programme spécial, 6 semaines de cours virtuels sur la CRTV destiné aux élèves des classes d'examen. Le professeur Nalova Lyonga, qui a passé cette dernière journée au studio de production, a dit toute sa satisfaction. C'était en présence du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Le reportage de Sidoine Monkam. Le clap de fin pour saluer l'immensité du travail abattu par le corps enseignant et l'ensemble des équipes de la CRTV. Les 6 semaines de téléenseignement sur les plateformes radio, TV, web de la CRTV s'achèvent sur une note de satisfaction. C'est une expérience citoyenne extraordinaire parce que nous nous sommes sentis concernés par cette crise parce que la CRTV, c'est une entreprise citoyenne, c'est la télévision de service public et il fallait qu'elle joue son rôle en apportant aux populations une des missions phares de son projet, c'est-à-dire l'éducation. L'aventure enrichissante est une innovation pour les classes d'examen des 2 sous-systèmes éducatifs. Une réponse à la suspension des cours face à la pandémie du Covid-19, mais aussi une expérience exaltante pour les présentatrices. C'est beaucoup d'heures de télé, donc avec des enseignants qu'il fallait parfois répéter pour les plonger dans le bain parce que bon, c'est pas leur milieu, vous le comprenez très bien. Au total, 200 cours dans une dizaine de disciplines ont été dispensés. De lundi à samedi, des enseignants se sont succédés sur les planches de cette salle de classe virtuelle. Un coup d'essai pour un coup de maître, salué par le patron des enseignements secondaires. We got on to do something that we had never done before. Nous avons expérimenté quelque chose que nous n'avions jamais fait. C'est une très grande expérience et la CRTV a réussi le pari. Les enseignants ont également joué leur rôle. Le virus nous a finalement aidés à nous mettre ensemble pour le bien de la nation. That brings everybody together in order to work for the best for the nation. La fin du téléenseignement, mais pas l'arrêt définitif. La CRTV reste disposée pour d'autres aventures du même genre. De leur côté, les ministères en charge de l'éducation peaufinent déjà la prochaine saison. We are saying goodbye to the public. Nous disons au revoir au public, mais de manière temporaire, parce que nous allons revenir. J'imagine que ces moments vont manquer aux téléspectateurs. C'est le début et non la fin. Le meilleur reste à venir. Nous allons voir comment pérenniser ce programme. Innovation sans doute enrichissante pour les nombreux élèves appelés à rouvrir la page des enseignements en présentiel dès le 1er juin 2020. Et cela fait presque 2 mois maintenant que les établissements scolaires ont fermé leurs portes, laissant des milliers d'enfants à la maison pendant l'épidémie de coronavirus. Des semaines passées à la maison qui ont permis à beaucoup de parents de retrouver leurs enfants, d'apprécier leur présence et surtout de se creuser la tête pour optimiser ces moments. Qu'auront-ils appris concrètement pendant cette période? Suivons ce reportage de Laetitia Onana. Un gâteau au lait très moelleux. C'est la recette choisie par Céleste et Gift pour nous prouver qu'elles ont été bonnes élèves en pâtisserie durant le confinement dû au coronavirus. L'apprentissage se fait à la maison, aux côtés de leur mère, passionnée de gourmandise. La pâtisserie, c'est une passion qui m'a été transmise par ma maman depuis le bas âge. Et pendant cette période du confinement, j'ai décidé de passer cette passion à mes filles également, qui jusqu'ici n'étaient que mes assistantes. Et je pense qu'étant des femmes, c'est bénéfique pour elles. La pâte faisant ruban, on peut enfourner le gâteau.
En attendant le résultat final, allons à la rencontre d'Hilary, infirmière étudiante dans un institut privé de la place. Son coup de cœur en cette période de confinement est la pose d'ongles artificiels. Son coach, Boris Kenyé, lui attribue la mention à ses biens en seulement 1 mois et demi d'apprentissage. La même mention serait à coup sûr attribuée à nos 2 cordons bleus en devenir. Voilà le résultat. La page spéciale 20 mai du journal avec pour commencer les bons points de l'armée camerounaise qui travaille à la préservation de la paix et de l'unité nationale. Boya, le sud-ouest qui retrouve progressivement un rythme de vie normal. C'est le fruit de ce travail inlassable des forces de défense et de sécurité salué par les populations et les autorités locales. Notre reporter Éric Benjamin Lamère est allé à la rencontre des soldats de la 21e brigade d'infanterie motorisée à Boya. Son reportage. Caserne du 21e bataillon d'infanterie motorisée à Boya. Séjour de grands rapports ce vendredi. Devant ces hommes rassemblés autour du mât du drapeau, le chef de bataillon Essengue fait à ses soldats le point de la situation dans sa zone de responsabilité, tout en abordant quelques faits saillants de l'actualité avant la levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national. Que nous célébrons le 20 mai, malgré le fait que le Covid règne en maître. Chacun aborde son cache-nez. On va continuer dans le respect des mesures barrières parce que nous devons rester en santé. Rester en santé pour nous et rester en santé pour le pays. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest à tout amour. Déjà aux aurores, les premières équipes de patrouille et d'escorte quittent le camp après un rituel devenu classique entre briefing et prière. On a l'habitude, vous connaissez les points chauds, vous savez où est-ce que ça peut tirer, vous savez où être vigilant. On garde la posture offensive. Heavenly Father, Lord, make us invincible, make us untouchable, and make us unhurtable. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Mais au-delà de Boya, les forces de défense sont déterminées à ramener la sérénité sur l'ensemble de la région du sud-ouest. Préciser que le calme est relatif. La situation sécuritaire de la région du sud-ouest est calme. Les soucis sécuritaires que nous connaissons sont gérables. Un engagement total des forces de défense, salué à la fois par la population et les autorités locales. Il faut rendre hommage à notre armée. C'est une armée ici, dans la région, elle a fait montre de beaucoup de professionnalisme et de retenue. Nos forces sont vraiment engagées. Je les tire le chapeau. C'est pas facile. Certains ont eu à perdre leur vie pendant ça. La synergie d'action entre les populations et l'armée semble porter des fruits et augurer peut-être enfin d'un véritable retour au calme. Lumière à présent sur la compagnie des palmeurs de combat, la Copalco, à Isongo, près de Limbe, dans le sud-ouest. Cette composante de la Marine nationale assure là-bas la défense du plan d'eau camerounais. Isongo est également un centre de formation des plongeurs de combat. Différents corps d'élite, notamment le BIR et les forces spéciales, y sont admis pour des stages de spécialisation en technique de défense en cas d'attaque par voie maritime. Laurence Kalia, à Limbe. La mer a cru noyer les stratégies de défense des hommes. La Marine nationale est allée jusque dans ses profondeurs pour faire émerger des plongeurs, des palmeurs et des nageurs de combat. La Copalco a son centre de formation qu'on appelle l'école de plongée. Nous formons des plongeurs venant de tout corps. Ça dépend de la sollicitation de la hiérarchie. Si on nous sollicite, on va mettre à leur disposition le produit qu'il faut pour des interventions par rapport à la demande opérationnelle. Parmi ces plongeurs des eaux, un sort du lot.
C'est une femme. L'idée de protéger terre et mer lui a tout de suite mis l'eau à la bouche. Il n'y en a jamais eu avant et il n'y a rien qu'un homme puisse faire qu'une femme ne puisse pas faire. Nous pouvons avoir des stagiaires qui sortent du BSA, bataillon spécial amphibie, du BI, bataillon d'intervention rapide, également les forces spéciales. Les attaques et kidnappings répétés ont fait de l'exercice de libération d'otages un classique ici au centre d'instruction. Ils en ont la parfaite maîtrise. Régulièrement, ils font des entraînements en conditions réelles. La Marine nationale, à travers ce centre d'instruction, démontre ainsi la force de notre armée, sur terre, sur mer et sous les eaux. Les chemins de l'unité au Cameroun, le pays a connu une évolution historique particulière. Elle culmine le 20 mai 1972 avec ce qu'on avait dénommé la révolution pacifique du 20 mai. Entre-temps, on a noté plusieurs autres repères, l'indépendance, la conférence constitutionnelle de Fumban, la réunification et l'unification, entre autres. Des étapes majeures qui rappellent la complexité de notre pays. Joseph Clément Mba retrace la trajectoire de l'unité nationale. Découvert par les explorateurs portugais en 1472 qui mouillaient dans les eaux du Vouri, le Cameroun continue sa marche vers l'unité. Sans faste ni célébration publique, le Cameroun souffle ce 20 mai 2020 sur la bougie du 48e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. C'était le 20 mai 1972. Avant cela, le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, faisait part le 6 mai de la même année à l'Assemblée fédérale de son intention de consulter le peuple camerounais par référendum pour l'institution immédiate d'un État unitaire. Par un oui massif, ce 20 mai 1972, les Camerounais optent pour l'État unitaire. Il était dit ceci: voulez-vous que le Cameroun actuel, Cameroun fédéral, Cameroun fédéré, occidental et oriental, devienne un État, une nation, une république, une indivisible, qui est sous la dénomination République unie du Cameroun. Pourquoi? Pour accélérer l'unité nationale. Mais avant cela, on peut retenir d'autres repères historiques. Naturellement, l'indépendance, proclamée le 1er janvier 1960, puis la conférence constitutionnelle de Fumban. Elle se tient du 17 au 21 juillet 1961 au lycée classique de Fumban. Elle pose les jalons de la réunification. Au moment où on allait à Fumban, personne ne s'appelait anglophone. Personne ne s'appelait francophone. Et même au fronton de la salle de conférence qu'on trouve à Fumban, vous trouverez là-dessus combien il est bon que deux frères se retrouvent. La réunification intervient le 1er octobre 1961. On dit partout que le président Amadou Ahidjo avait, n'est-ce pas, imposé. Non, non. Il avait bien dit que pour qu'on abolit le système fédéral, les Camerounais dans le Cameroun occidental devaient dire oui, et les Camerounais dans le Cameroun oriental devraient dire oui. En 1984, une réforme constitutionnelle transforme la République unie du Cameroun en République du Cameroun tout court. Malgré les menaces protéiformes qui se dressent sur la voie de l'unité nationale, celle-ci reste au-dessus de tout et résiste bien à l'usure du temps. 48 ans que cela dure. C'est l'héritage unitaire du 20 mai 1972. Et parmi les symboles de cette unité nationale, des infrastructures, à l'instar de ce chemin de fer Banga-Kumba, il a été inauguré le 28 mars 1964 par le président de la République fédérale du Cameroun, Amadou Ahidjo. Ce chemin de fer relie deux régions, le littoral et le sud-ouest. Le reportage de Léon Bertrand Tanefo à Douala. Petite incursion dans le passé pour découvrir un de ces murs qui nous parle. Et plus qu'un mur, il s'agit d'une pierre,
tiroir séculaire sur lequel est gravé un bout de l'histoire du Cameroun. Et les écrits révèlent qu'il est là depuis 1964, lorsque le président Amadou Ahidjo et le vice-président Django Foncha posaient le premier rail de l'embranchement Mbanga-Kumba. Des décennies se sont écoulées et la gare de Mbanga conserve toujours tout son potentiel unificateur. C'est un pont entre les deux régions, sur le plan économique, sur le plan politique, n'est-ce pas? C'est un motif de fierté nationale. Seulement depuis l'arrêt de la navette du train, les valeurs patriotiques s'effritent sous l'effet du vide économique. L'incivisme prend de l'ampleur et la gare de Mbanga perd de sa superbe. Heureusement, le gouvernement est à l'œuvre pour la relance des activités du trajet Mbanga-Kumba. La politique ferroviaire se part aux couleurs de l'intégration nationale. Je peux énoncer l'engagement du gouvernement avec son partenaire pour ce qui est du tronçon Mbanga-Kumba, qui est un vieux tronçon qui fait partie de l'histoire. Sur ce tronçon, des efforts sont actuellement faits pour relancer effectivement, n'est-ce pas, le transport. Une relance des activités qui conduira tranquillement les pas des jeunes Camerounais des deux rives du Mungo vers l'idéal unitaire souhaité et bâti par les pères fondateurs. Ce 16 mai est Journée internationale du vivre ensemble en paix, une journée d'espoir qui invite à agir ensemble dans l'amour et l'unité. Des semences d'amour et d'unité enfouies dans les cœurs des Camerounais. Exemple à Saint-Milima dans le sud où des Camerounais originaires des 4 coins du pays cheminent ensemble, main dans la main, dans la paix et l'harmonie depuis des générations. Voici le reportage de Charles Abosolo-Oba de CRTV Sud. L'appel à l'amour et à l'unité lancé ici à la banlieue de Foulassi par René Djamafane et Samuel Mikio Bamba résonne toujours aussi fort à Saint-Milima. Une ville cosmopolite avec des Camerounais aux origines diverses, mais où les cœurs continuent de battre à l'unisson pour la paix et le vivre ensemble. Nous avons les Bassa, nous avons les Boulou, nous avons les Eondo, nous avons les Ambassa. Nous avons les Bamoun et les Bamileke. Nous savons que les coutumes des Bamileke, c'est comme ça. Nous essayons de nous accoutumer. Les Boulou, c'est comme ça. Nous essayons de nous accoutumer, ainsi de suite. Aller au-delà des différences culturelles, religieuses et ethniques, fédérer toutes les énergies pour développer la cité, c'est dans cet esprit de solidarité que travaillent ces enfants du pays. Vous me voyez dans un conseil municipal avec des Aoussa, des Bamileke et autres tribus qui sont bel et bien à l'aise, avec qui nous fonctionnons normalement. Et s'il y avait des discriminations, je ne serais pas mon deuxième mandat. Je m'exprime bien là-bas, ils prennent toute la communauté en considération. Quand quelques éclats de voix se font entendre, c'est en famille que se lavent les linges sales et l'harmonie est vite retrouvée. Vous me demanderez, et les problèmes qui se sont passés il y a quelque temps, je vous dirai, quelle famille avez-vous vu sans problème? Cela nous a amenés à nous réasseoir pour regarder comment vivre en paix, comment nous aimer davantage et comment construire notre ville. Ensemble, ces Camerounais attisent incessamment le feu de l'unité et de l'intégration nationale qui réchauffe les cœurs, fait vivre la paix et impulse le développement. Dans notre série Cameroonian Way of Life, la mode vestimentaire comme élément d'identification, le 20h30 braque ses projecteurs ce soir sur le Kabangondo, ce boubou féminin long, ample, empreint d'une simplicité et d'une élégance, fait partie du quotidien des femmes camerounaises. Cette tenue s'est vulgarisée et imposée dans les autres cultures nationales, voire même internationales. Notre reporter Elvire Ninangalim présente différents modèles de ce vêtement très prisé par les femmes. Il fait la une des étalages d'ateliers de couture. Son incroyable transformation stylistique au fil des années varie selon les goûts. Le vêtement, c'est le Kabangondo. Merlin, dans cet assortiment de tenues traditionnelles, affectionne le style classique, question de mieux valoriser ses origines. Ce sont les cabas classiques. En fait, pour moi, déjà, ce qui est ancien ne meurt pas. Certains clients préfèrent garder leur culture pour davantage valoriser leurs origines. Ample, somptueux, d'une simplicité et d'une élégance, le Kabangondo, symbole de mode et de culture chez les femmes Sawa dans le littoral, fait désormais partie du quotidien des femmes camerounaises, arborées fièrement partout.
Les gens aiment beaucoup le kaba. Déjà, le kaba aujourd'hui est porté par tout le monde. Qu'on soit enceinte ou pas, qu'on soit maman ou pas, qu'on soit jeune fille ou bébé, ça passe. Ça se porte partout, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Europe. Le kaba, en général, c'est tout pour une sortie et rentrer. Alors que c'est seulement à la maison, tu peux la porter parce qu'elle n'est pas trop encombrante. On fait ça long, on fait ça court. On fait ça coupé décalé, bon, on fait les petits manches, on fait les courtes manches, les longues manches, on change un peu le design. Le vêtement, identité culturelle camerounaise, selon certaines références, tire son origine des servantes du couple Saker dans les années 1800. Croisade contre le coronavirus, la Haute-Sanaga mobilise plus de 18 millions de francs CFA au titre de l'effort de lutte contre la pandémie à COVID-19 dans le département. La somme collectée était remise aux populations via les maires d'arrondissement ce samedi à Nangaïboko. Une partie de cet argent ira dans la cagnotte nationale de lutte, une autre au bénéfice des actions de sensibilisation et de proximité. Serge Atanganabiso, reportage. Plus que des mots, voici du concret. Ustensiles divers destinés à soutenir l'effort de lutte collective communautaire. Je tiens d'abord à remercier le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et puis le ministre Didon Kwat, qui ont impulsé tout ce que vous avez vu ici tout à l'heure. Le chef de l'État a donné le ton. Nous devons suivre. Il y a la création d'un fonds spécial de solidarité. Un fonds qui attend les contributions des Camerounais. Ce qui rend mieux compte de la solidarité des élites de la Haute-Sanaga à l'endroit de leurs frères et sœurs du village, c'est ces 18 millions et plus collectés. Et déjà un plan d'utilisation clair. Une partie ira dans la caisse de solidarité nationale et l'autre, soit 8 millions de francs environ, viendra donner de l'entrain, un supplément d'énergie aux acteurs de la sensibilisation dans les villages et contrées de la Haute-Sanaga. Bibé, Nsem, Koteng, Lembeyezum, Banjok, Minta, Nanga, Debout. C'est parti de la contribution des poids lourds et des personnalités du coin jusqu'à l'infime, mais non moins significative pièce d'argent de la veuve, comme dans la Bible. Ils aiment à dire ici qu'ils n'ont jamais failli quand c'est l'intérêt supérieur de notre pays. Voilà encore ça. Direction le centre des opérations d'urgence de santé publique de Messa et Yaoundé. Allons retrouver notre reporter Franck Evina et son invité Michel Bienvenuzan, biologiste médical, pour le traditionnel point du jour. Bonsoir Franck. Bonsoir Karine Olive Yabit. Comme hier, il n'y a pas eu de nouvelles guérisons révélées à la presse ce soir, mais plutôt de nouvelles contaminations, 187 pour être plus exact, comme pour dire attention, la maladie est là, protégeons-nous. Et parlant justement de protection avec notre invité de ce soir, nous allons parler du masque, ou si vous voulez, du cache-nez, l'un des moyens de protection universellement recommandés. Michel, bienvenue. Zam, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Vina. Vous êtes biologiste médical spécialisé en hygiène, sécurité et environnement en service au ministère de la Santé publique. Dites-nous, quelles sont les propriétés d'un bon masque? Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on va dire à ce niveau? Nous allons dire que nous avons deux types de masques normés. Le premier type, c'est les masques à usage médical, qui ont une propriété anti-projection. Le deuxième type, c'est les masques de protection individuelle et respiratoire. Voilà les deux types de masques. Maintenant, le deuxième type, à quoi il sert? Lorsque vous avez un masque de protection individuelle, il vous protège contre les projections des personnes qui sont en face de vous. Par contre, le masque à usage médical, qu'on dit encore chirurgical, protège la personne qui est en face de vous contre vos projections. Voilà un peu les deux types. Ça veut dire que le bon masque, c'est celui qui remplit ces deux conditions. Il faut au moins que ce masque puisse protéger le nez et la bouche, qu'il n'étouffe pas. Voilà pratiquement les propriétés d'un bon masque. Alors, les masques en tissu comme celui que je porte ce soir font débat dans les milieux scientifiques. Certains estiment de doute de leur efficacité, pendant que d'autres estiment que c'est mieux que rien. Quel est votre avis de biologiste?
Alors, j'avoue que je ne vais pas vous donner mon avis de biologiste, je vais vous donner mon avis d'environnementaliste. Le masque est important. Le masque en tissu est important lorsqu'il est bien porté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux personnes sont face à face et que personne n'a de masque, le risque est multiplié par 100 de se faire contaminer. Tandis que si une personne a un masque, le risque est divisé par 2. Si les deux personnes portent le masque, même s'il est en tissu, comme on dit au quartier, mieux vaut le masque en tissu que rien. Pourquoi? Parce qu'il nous protège effectivement contre les projections. S'il ne nous protège pas contre les projections, il protège les autres contre nos propres projections qui peuvent être contaminées. Alors, on retient que le masque en tissu, c'est mieux que rien. Alors, dites-nous, pourquoi ne faut-il pas porter un masque pendant plus de 3 heures? Alors, il faut avouer que ça dépend du type de masque. Parce que les masques de protection respiratoire, ils sont par le type FFP1, P2, ils mettent pratiquement 6 heures. Le masque dit chirurgical, il met 3 à 4 heures. Vous-même, vous voyez que lorsque je parle, après un certain temps, le masque se mouille. S'il s'est mouillé, alors il favorise la pénétration probable des germes. Ça veut dire qu'il faut le changer. Et plus il met du temps en place, plus il y a des risques de contamination. Voilà pourquoi on dit qu'il faut le changer 2, 3, 4, 6 heures plus tard. C'est important. Alors, existe-t-il des masques recyclables? Si oui, comment les recycler? Alors, je vais vous surprendre peut-être. Le seul type de masque recyclable, c'est effectivement les masques en tissu. Parce qu'ils sont comme celui que vous portez, parce que c'est le seul qui est appelé à pouvoir être lavé. Il est lavable. Mais comment est-ce qu'on peut le laver? Il suffit de le tremper dans notre savon en poudre, de chauffer l'eau pratiquement à 60 degrés et de bien le rincer, de le sécher, de le repasser, et on est sûr qu'on peut le réutiliser. Merci à vous, Michel. Bienvenue. Je rappelle que vous êtes biologiste médical. Merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Karine Olivier Habit, avant de vous retourner l'antenne, nous rappelons tout simplement que le port du masque est obligatoire sur toute l'étendue du territoire camerounais dans les espaces publics. À vous, Baladé. Merci beaucoup, Franck Evina. Merci à votre invité, Michel Bienvenu, biologiste médical. Les populations du département de la Magno, région du Sud-Ouest, viennent de recevoir le don spécial du chef de l'État contre la pandémie à Covid-19. Et c'est à Manfé que les sous-préfets du département de la Magno ont reçu leur dotation avec pour principale recommandation barrer la voie au coronavirus. Le reportage de Roger Samakiporo à Manfé. C'est dans la ville de Manfé que les sous-préfets basés dans la Magno ont reçu le don spécial du chef de l'État destiné aux populations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Pour les responsables, il s'agit là d'une grande avancée dans le combat contre la pandémie dans ce département. Le don arrive à point nommé. Nous saisissons cette occasion déjà pour dire toute notre satisfaction pour les efforts qui sont faits par le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement. Ce don sera remis à des personnes qui ont été rigoureusement sélectionnées sur la base du critère de personnes nécessiteuses, vulnérables, telles que prescrits par le chef de l'État. Le premier adjoint préfectoral, Zachary Melo, exhorte les populations à observer les mesures gouvernementales. À ce jour, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans la Magno. Et dans la région du centre, les maires du département du Mbamekim reçoivent des kits de prévention et de protection pour les populations, un don du sénateur Sylvestre Naondoa qui vient ainsi renforcer la lutte contre la propagation du virus. À Konolinga également, les populations désormais en possession de leur don spécial du chef de l'État sont parées elles aussi pour barrer la voie à cette pandémie. La mouture avec Elvis Nguimezon et Marie-Claire Messier-Kobena des CRTV Centre. Des masques de protection, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques, des seaux à robinet et seaux maçons, voilà qui constitue le don spécial du chef de l'État destiné à intensifier la lutte contre le coronavirus dans la ville d'Akonolinga. Un geste de cœur salué à sa juste valeur. Au nom de toutes les populations
gratitude profonde à l'endroit de M. le Président de la République, parce que nous devons demeurer très vigilants. Un appui destiné aux orphelinats, aux formations sanitaires, aux établissements scolaires, à la prison d'Akonolinga et aux revendeuses dans les marchés, à qui ce matériel sera utile dans le renforcement des efforts menés sur le plan local. En remettant ce don présidentiel, le préfet du département d'Union Mfumu a invité les populations à appliquer davantage les gestes barrières afin de permettre à la ville d'Akonolinga de triompher de cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Le département du Mbamekim, à ce jour, compte 0 cas confinés de Covid-19 et compte maintenir le cap. Le préfet Irénée Ngalimgong, qui le dit avec satisfaction, salue la venue dans son unité de commandement des 10 sénateurs de la région du centre. Pour fortifier la barrière sanitaire érigée dans ce département, les sénateurs mettent à la disposition des élus locaux, outre des chaises luxueuses, mais aussi et surtout des seaux, robinets et savon pour bien se laver les mains. Port du masque obligatoire et partout où il y a des rassemblements. Respecter la distanciation, se laver continuellement les mains. Le préfet Irénée Ngalimgong va rappeler aux populations du Mbamekim que les mesures d'assouplissement ne sauraient être considérées comme la proclamation de la fin de la pandémie. La contribution de l'honorable Célestin Taboulé à la lutte contre le coronavirus, le député de la Nation vient d'offrir des kits de protection aux populations du Mayo d'Anaï Sud. Le reportage de Man Moussa Le Doublé, CRTV Extrême Nord. C'est sous fond de prières et de remerciements que les populations de Ndoukoula, arrondissement situé à une 50aine de kilomètres de la ville de Maroua, ont reçu le don du chef de l'État. Tout un lot de matériel sanitaire qui permettra aussi centres de santé, établissements scolaires et autorités traditionnelles de la localité de combattre contre le coronavirus. La population elle est très contente et nous remercions beaucoup le chef de l'État parce qu'il a envoyé ça à point nommé. Il y a déjà une maladie, il a pensé à nous, ça il a pensé à tout le monde. À la population de Ndoukoula, nous allons toujours les sensibiliser. L'occasion était tout de même pour le député de la localité, Sabo Galdima, d'intensifier la sensibilisation sur les mesures barrières en vue de faire bon usage de ce don. L'élu du peuple que je suis, je me dois de sensibiliser pour que Covid-19 ne passe pas dans la circonscription du Diamaré Sud. C'est avec satisfaction que le représentant du préfet du Diamaré, Gabriel Matna Tirmo, a observé le port du cache-nez qui fait bon ménage avec les populations et le respect des mesures d'hygiène, un geste qui colle déjà aux habitudes. Des kits d'hygiène, du savon, des gels hydroalcooliques et des masques pour éviter la propagation du coronavirus. Le don du Sidimuk, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, était remis ce samedi à Yaoundé aux communautés musulmanes. C'était en présence de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenaondoa. Christelle Fouda. 700 lave-mains, 15 000 morceaux de savon, des milliers de masques et de gel hydroalcoolique d'une valeur totale de 10 millions de francs. C'est la contribution du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun dans la croisade contre la pandémie Covid-19. Cette pandémie est une cause nationale. Nous avons voulu que ça se passe au niveau des 10 derniers jours de Ramadan, période pendant laquelle les prières sont exaucées. C'est donc une occasion pour nous de demander à tous les musulmans, à tous les imams de prier davantage. Soutien accordé aux musulmans des 10 régions du pays grâce au concours de nombreux partenaires à l'instar de ONU Femmes, UNESCO, IAI et le Fonds des Nations Unies pour la population, ceci sous la supervision du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Ce matériel très important qui vient d'être remis est destiné à des couches particulièrement vulnérables. Nous voulons que tout le monde prenne conscience de l'existence du Covid-19 et que chacun à son niveau le combatte, sensibilise autour de lui. Un don qui tombe à point nommé au moment où la pandémie décime des milliers de vies dans le monde. Et nous restons avec la communauté musulmane qui a entamé depuis 72 heures maintenant la dernière décade du mois béni du Ramadan. Intensification des prières, partage, dévotion et lecture du Coran en famille constituent l'essentiel des actes d'adoration de cette ultime étape. Une étape consacrée également à la recherche de la nuée du destin. Un reportage de Sadou Mamoudou.
Faire le point des 2 premières décades du mois béni du Ramadan, l'exercice est plutôt aisé pour les oulémas. Les 10 premiers jours, c'est pour chercher la miséricorde d'Allah. Les 10 autres deuxièmes jours, le pardon de nos péchés. Et les 10 derniers jours ici, nous cherchons l'affranchissement de la fête du jeûne. Les prières, pénitences et partages caractéristiques du Ramadan sont observés dans un contexte de crise sanitaire. Conséquence, les retraites spirituelles dans les mosquées, comme d'autres actes d'adoration, sont en quarantaine. Mais pour autant, les disciples de Mohammed ne se lamentent. Faites de vos maisons des directions des prières, accomplissez la prière. Le messager d'Allah dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières, donc il faut adorer Allah à la maison. Même la recherche de la nuit du destin, Laylatul Qadr, clou de la dernière décade, se plie aux prescriptions gouvernementales et de l'islam. Le messager d'Allah multipliait le plus d'efforts dans la dernière décade. Il serrait son pain, il dit qu'il ne contractait plus de rapports charnels, il faisait vivre ses nuits et il réveillait sa famille. Un peu plus de 83 mois d'adoration comme récompense pour tout fidèle musulman qui a la chance d'être parmi les élus de la nuit du destin. Un gain qui atteint sa plénitude avec la pérennisation des bonnes œuvres pratiquées le long du mois béni du Ramadan. Dans le reste de l'actualité, les projets inscrits dans le budget d'investissement public 2019 dans la Mefou et Akono au scanner, le comité en charge du suivi du BIP était réuni cette semaine à Ngoumou. Pour l'exercice 2020, ce comité entend mettre un accent sur l'accélération des procédures dans l'exécution des projets. L'enveloppe budgétaire est-elle estimée à plus de 3 milliards de francs CFA. Michel Renaud-Wanja. Accéder aux infrastructures de qualité reste le vœu permanent des populations de la Mefou-Akono. À travers le budget d'investissement public, la réalisation de ces ouvrages peut être possible par la bonne exécution des projets inscrits dans la cagnotte de l'État. C'est le cas en 2019 où routes, bâtiments publics, points d'eau et autres projets inscrits dans le budget ont connu un taux d'exécution de 91% pour un montant prévisionnel de 3 milliards. La session d'évaluation à Ngoumou a permis de faire le point. Désormais, nous serons au quotidien avec ces populations, avec tous les services déconcentrés de l'État qui sont déjà là, les maires, les conseillers municipaux. C'est toute une équipe nouvelle qui doit implémenter cette dynamique en matière d'exécution du budget d'investissement public dans notre département. Pour l'exercice 2020 en cours, l'on déplore toutefois un retard dans la mise en œuvre des projets inscrits. Si les recommandations sont respectées, en fin d'exercice, nous ferons des efforts pour retrouver le taux qui était le nôtre l'année dernière. Les acteurs de la chaîne d'exécution devront donc accélérer les procédures, question de satisfaire aux besoins des populations. Incitation à l'investissement privé, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements au Cameroun, Marthe-Angéline Minja, a procédé cette semaine à la signature de 8 nouvelles conventions avec des chefs d'entreprise, des entreprises spécialisées dans les secteurs de l'industrie chimique, alimentaire, manufacturière et du bois, qui vont bénéficier de l'accompagnement de l'API. Montant global de ces conventions, 1150 milliards de francs CFA, avec à la clé plus de 2000 emplois projetés. Les précisions de Elvire Ninangalim. L'ennemi planétaire s'amuse à terrifier le monde des affaires. Les opérateurs économiques s'engagent donc à déverrouiller la morosité économique causée par le Covid-19. 8 nouvelles conventions signées ici entre l'Agence de promotion des investissements et le secteur privé. Accords qui vont générer notamment dans le domaine de l'industrie chimique, de l'agroalimentaire, l'industrie du bois et manufacturière, de nombreux emplois. Il faut essayer de créer et avancer à chaque fois, même dans des moments difficiles comme celui-ci. La plus-value sera la modernisation de notre outil de production, la croissance de notre production, qui est donc le sujet principal, et l'amélioration des métiers que nous proposons aux Camerounais. Nous avons décidé d'étendre nos activités avec la création du secteur de King Plastic, qui doit faire dans le recyclage du plastique. Ceci va générer de manière immédiate 60 emplois. Une détermination des investisseurs saluée par le gouvernement en cette période particulière, dominée par la pandémie du coronavirus. C'est des emplois projetés, c'est des investissements projetés qui devraient se réaliser sur 15 ans. Nous sommes à peu près là à 150 milliards d'investissements.
Je crois que ce n'est pas négligeable, c'est des chiffres qui sont encourageants, surtout pour les jeunes qui vont avoir une opportunité d'emploi. Si le virus souffle un vent d'incertitude, les opérateurs économiques restent optimistes malgré la conjoncture difficile. La page triste du journal avec tout d'abord cette histoire qui fait grand bruit depuis ce samedi à Douala, le décès du pasteur Franklin Ndifort. Le candidat à la dernière élection présidentielle est décédé ce samedi matin à son domicile au quartier Bonabéry à Douala, alors qu'une équipe médicale était venue en intervention suite à une alerte. Malgré le constat du décès par le médecin, la famille du pasteur et ses fidèles s'opposent aux procédures d'inhumation. Et jusqu'à 17h30 ce soir, la présence des forces de l'ordre ne les avait pas dissuadés au motif qu'il est en communication avec Dieu. L'ambiance au domicile du prophète est racontée par Olivier Kingemoli à Douala. Incantation, louange, prière des ouailles du pasteur assemblés autour de l'âme du prophète déclaré mort ce samedi matin 11h30 après une intervention du corps médical du district de santé de Bonasama. Une certitude à laquelle son peuple ne veut pas croire. Juste derrière moi, le corps médical qui a constaté effectivement le décès du pasteur Franklin Ndifort dans les coups de 11h31. À ce moment, il est déjà 16h passées de 30 minutes. La famille et les fidèles n'ont pas encore accepté que leur prophète est décédé et refusent que son corps soit transporté selon les usages. C'est triste. J'ai une pensée, n'est-ce pas, pour tous ses proches. Quand nous arrivons sur les lieux, nous le trouvons agonisant en détresse respiratoire et pendant que nous l'investiguons, il s'est présenté avec un arrêt cardiaque. Nous avons constaté le décès quelques minutes après notre arrivée. Donc après ça, nous avons pris les mesures. Autorités administratives et municipales de Douala 4e, forces de maintien de l'ordre, tous désormais bloqués à l'extérieur. La dépouille du pasteur ne sortira pas. Pour les fidèles, il a effectué un voyage duquel il reviendra on ne sait quand. Une zone de sécurité est établie. Le portail sera finalement ouvert vers 15h sous la menace du procureur de la République. Il est déjà 17h, le statu quo persiste. Une faction demeure, les prières continuent. Cette fidèle attendait son jour de délivrance aujourd'hui. Y parviendra-t-elle ? Le prophète est désormais invisible et sourd aux souffrances de ses ouailles, qui croient dur comme fer à une résurrection. Sauf que l'histoire nous enseigne que Jésus est unique. Les obsèques du révérend pasteur Simon-Pierre Ngomo, décédé jeudi des suites de maladies à l'hôpital central de Yaoundé à l'âge de 71 ans. Il a été inhumé hier à la paroisse EPRC de Corneille d'Anguissa en présence des fidèles de l'église presbytérienne réformée du Cameroun. Reportage Pauline Yolande Beyen de CRTV Centre. Ils étaient nombreux cet après-midi au quartier Anguissa ici à Yaoundé, venus dire adieu à leur pasteur, le révérend Simon-Pierre Ngomo. Les fidèles de l'église presbytérienne réformée du Cameroun ont perdu un berger. Tous reconnaissent en lui un homme de Dieu, soucieux du peuple à sa charge, ayant une humilité à nul autre pareil. Le pasteur Simon-Pierre Ngomo quitte la terre à l'âge de 71 ans, ce natif de Zoétélé dans la région du Sud. Décédé ce jeudi à l'hôpital central de Yaoundé, le révérend père Simon-Pierre Ngomo a été inhumé à Anguissa dans la paroisse EPRC Corneille. Il laisse des fidèles chrétiens orphelins et désespérés, sans voix, mais avec la foi d'une rencontre au retour du Christ. La compassion émue du 20h30 aux familles éplorées de ces deux bergers. En culture, le mouvement des auteurs, compositeurs, interprètes du Cameroun a désormais sa structure organisationnelle. L'association des artistes créée cette année regroupe en son sein 23 associations d'artistes. L'organigramme de cette nouvelle association était présenté ce jour aux médias. Viviane Karine-Nevina. Fin de la récréation. Les artistes, toutes chapelles confondues, sonnent le glas de 30 ans de division, de cacophonie et de précarité.
Ainsi, 23 associations se regroupent autour du mouvement des auteurs, compositeurs et interprètes du Cameroun. La mise sur pied du Massika déjà permet aux artistes de s'organiser par corps de métier pour aller vers la restructuration même du secteur de l'art et de la culture dans la perspective de la mise sur pied de la nouvelle fédération. La Massika se donne les moyens de sa politique. Nous allons servir d'interface entre les OGC et les grands usagers et aussi le gouvernement. L'assainissement du monde de l'art, de la culture préconisé par ce mouvement passe d'abord par la maîtrise de la collecte des droits d'auteur et du droit voisin, un véritable serpent des mers qui laisse les artistes dans un désarroi total. Depuis 30 ans, nous allons de société en société et qu'aujourd'hui, les artistes sont maintenus dans la misère. Nous pensons que nous devons nous organiser en une très grande force pour pouvoir accompagner nos organismes de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins. L'adhésion des légendes Eco-Roosevelt, Atebas entre autres, au Conseil des sages de la Massika présage des jours meilleurs pour les artistes camerounais. Plus de peur que de mal ce samedi au Kansik Hippodrome, ici à Yaoundé. Un incendie déclaré au 7e étage d'un immeuble a causé d'importants dégâts matériels. Un court-circuit serait à l'origine de cet incident. L'intervention des éléments du 10e groupement des sapeurs-pompiers de Mimboman a permis de circonscrire les flammes. Le récit d'Ibrahim Mohamed Abbassi. C'est autour de 12 heures que cet incendie s'est déclaré au Kansik Hippodrome. Le feu est parti d'un appartement situé au 7e étage de l'immeuble. Je vois le feu en train de s'embrûler partout. Et je vois aussi une personne en haut en train de crier comment il se défend pour qu'on vienne l'aider. Un court-circuit sera à l'origine des flammes. Pour réconforter les victimes et évaluer les dégâts, le directeur général de la SIC est descendu sur le site du sinistre. Nous sommes venus ensemble prendre des mesures pour que la sécurité des biens et des personnes soit assurée. Et ce qui est fait d'ailleurs, nous nous félicitons de ce qu'il n'y a pas eu mort d'homme dans cet immeuble Djungolo. Et des responsables techniques ont été commis pour faire une expertise générale. La mobilisation des éléments du 10e groupement de sapeurs-pompiers de Mimboman, appuyé par ceux de Mvan et de Warda, a permis de maîtriser les flammes et de limiter les dégâts. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Joël Igor Abanda, Caroline Ouettier et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h30. Très bonne soirée à tous et puis restez chez vous. CRTV News, ici, toute l'info.